Donc on va commencer. Alors la première histoire, c'est bien évidemment l'Empire Écarlate. Donc c'est une BD, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est une bonne BD dans l'ensemble. Je suis pas ultra fan du style de dessin, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un antagoniste en tant que héros. Alors quand je dis antagoniste, dans l'histoire de manière générale, puisque c'est un membre de l'Empire ou ex-membre de l'Empire, il a quand même une certaine allégeance vis-à-vis de Palpatine. Donc c'est quelque chose qui est important dans le personnage. Mais je trouve intéressant de faire de cet antagoniste le protagoniste, le héros principal de l'histoire. Le tome 2 de l'Empire Écarlate que j'ai abordé dans l'épisode du coup 65. Alors, c'est une suite qui pour moi n'est pas utile parce que l'Empire Écarlate pouvait se terminer avec la fin du premier bouquin. Tout simplement parce que le personnage principal, l'instigateur du complot contre Palpatine, a été tué. Donc Karnor Jax est mort. Il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Et je trouve que l'Empire Écarlate 2 et 3, qu'on verra après, c'est... On va rajouter des ennemis, des participants au complot qui vont être là pour motiver le personnage, alors que il n'y avait pas besoin de le motiver plus que ça. C'est-à-dire que il y avait une pseudo-idylle avec Myritzin, il y avait des actes forts de la part de ce personnage qui n'a pas hésité à tuer un des rebelles en disant bah tant pis, il était là au mauvais moment. Voilà, il se trouve pas d'excuses, c'est comme ça. Pour moi, cette suite n'a pas d'intérêt. Alors tu peux spoiler, hein, on est clairement dans le... On va détailler les œuvres, donc j'en parle dans l'histoire. Non seulement montrer les dissensions au sein des vestiges, mais surtout Nom Anor. Alors non, je trouve que c'est pas utile, Nom Anor. C'est un personnage important de la guerre contre les Yuuzhan Vong. On n'avait pas besoin de l'introduire de cette manière-là. On a l'impression que l'intrigue a été faite juste pour montrer que y a Nom Anor qui était derrière. Est-ce qu'à un moment donné, ça avait un réel intérêt de le montrer, quoi? Alors la dissension des vestiges, je comprends un petit peu plus, mais on n'a pas besoin de ça. On sait que de toute façon, il y a de la dissension. C'est d'ailleurs le moteur en fait de toute la période X-Wing où ils vont affronter les seigneurs de guerre les uns après les autres, entre Zinj, entre Izanizard, des lacs Krenel qui ont fait un petit peu casse à tête. Il y a plein d'autres trucs. On n'était pas obligé de s'apesantir. Regardez, ils sont pas d'accord entre eux. Alors qu'en réalité, même s'il y a de la dissension, ça montre qu'il y a quand même une tête à l'Empire, parce que ça montre qu'il y a une sorte de conseil sénatorial. C'est pas vraiment un conseil des mofs, mais en même temps ça l'est un petit peu. Enfin, ça montre qu'il y a une sorte de tête à l'Empire qui est certes un petit peu chancelante, qui est pas vraiment attachée sur les épaules, mais ça montre qu'il y a une tête. Alors que, clairement, ce qui se passe après Palpatine, si on nommait cette histoire de Conseil des Meufs, c'est que des seigneurs de guerre qui se tirent dans les pattes. Voilà, et donc du coup, on crée des vendettas supplémentaires sur l'Empire Écarlate, qui sont vraiment pas utiles, pour réintroduire la pseudo-romance avec Myritzin. À la rigueur, je comprends plus le 3, qu'on verra encore après, mais je comprends plus le 3 une fois qu'il y a eu le 2, mais il n'y aurait jamais dû avoir le 2. On ne parle plus mal d'Eros. Ah, je suis désolé, j'ai du mal avec le design de Myritzin. Alors, je sais pas si je peux vous la montrer. Donc ça, c'est Myritzin et Leia. C'est quoi ce personnage? C'est Trinity de Matrix, en fait. Ce design qui montre rien. On a essayé de la faire genre badass. Oh là là, c'est la chef de la sécurité de Leia, elle est devenue badass et tout. Mais non, elle a dessiné une cible sur son dos. On voit clairement qu'elle détonne complètement dans le paysage. Si vous regardez les personnages qui sont en arrière-plan, je vais zoomer un petit peu. Les personnages qui sont en arrière-plan, c'est des sénateurs qui ont des robes, des sortes de grandes toges. Leia, elle est en robe. Et t'as l'autre au milieu qui a les lunettes de Cyclope et qui est habillé comme un Terminator. Ben non, s'il y a un bonhomme à descendre dans l'assemblée avant de s'attaquer à Leia, c'est elle. Je veux dire, elle est absolument pas discrète. Là où par exemple Panaka, il était très discret en tant que garde de Padmé Amidala, où les gardes de manière générale de Naboo sont assez discrets parce qu'ils ont des tenues un petit peu colorées, qui peuvent se fondre dans le décor. Tu sais pas trop si c'est des tenues d'officiers ou juste des gens qui sont là pour servir. Voilà, on sait pas trop. Il y avait une vraie cohérence. Là, franchement, Myritzin, c'est personnage qui sert à rien, quoi. C'est un peu frustrant. C'est une histoire qui est intéressante. J'aime bien l'histoire de l'Académie Jedi pour tout ce qu'elle met en scène. Le personnage de Kyp Durron est relou.
très très relou. Mais je le comprends mieux. Je le trouverai encore plus relou plus tard dans la guerre contre les Yuuzhan Vong. Mais voilà, là déjà, on a un bon personnage relou, comme il faut. Pour moi, l'histoire de... Pourquoi j'ai mis en fait donc la quête des Jedi, Sombre Disciple et les Champions de la Force qui sont la trilogie de l'Académie Jedi. Et moi, Jedi, tome 1, donc Mirax a disparu. D'abord, donc il y a eu les 3 premiers tomes de l'Académie Jedi qui ont été publiés en 1994 et le livre Moi un Jedi a été publié en 1998. Alors attention, ce sont les dates de parution américaines, ce ne sont pas les dates de parution françaises. Et donc du coup, 4 ans après, on a Moi Jedi 1 qui apparaît avec les passages à l'Académie Jedi qui sont racontés à la première personne par Corran Horn. D'ailleurs, c'est un roman à la première personne dans l'univers de Star Wars qui est quelque chose qui n'avait pas été fait et qui était plutôt intéressant. Je vais d'abord parler des premiers bouquins. Moi, je les trouve bien. C'est Luke qui essaye de remonter une académie Jedi, il y a des péripéties autour de ça. C'est plutôt cool. On voit que l'Empire tente de recoller un petit peu les morceaux. Non, ce qui était intéressant pour moi vis-à-vis de ça, c'est que je trouve que les 3 premiers romans sont intéressants. Le 4e roman, donc Mirax a disparu, je le trouve problématique sur plusieurs points. En fait, le point de vue de Corran aborde des éléments avec du recul, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans dans notre temporalité, entre l'écriture de la trilogie de l'Académie Jedi et l'écriture de Moi Jedi, et du coup, Corran émet certaines critiques vis-à-vis de Kyp Durron, sans pour autant que Kyp n'ait un droit de réponse, parce que vu que son histoire se déroule après. C'est un peu ce que je vous disais, c'est qu'on a toujours l'impression que Corran a les bonnes réponses, et arrive à remettre Kyp à sa place, alors qu'en fait, pas vraiment. Donc, je trouve ça un petit peu biaisé. Alors, moi, j'aime beaucoup Moi, un Jedi, parce que j'aime beaucoup Corran Horn, mais quand j'ai résumé les épisodes, je peux pas m'empêcher de penser que Michael Stackpole, donc qui est l'auteur de Mirax a disparu, à travers son livre, a transmis plusieurs critiques de l'Académie Jedi, parce que, par exemple, quand on a l'histoire de Luke qui reste inconscient au sommet du temple alors que Kyp Durron aurait pu le tuer à ce moment-là et que à la fin du bouquin Corran dit à Luke ouais mais si en fait tu veux pas punir Kyp pour ce qu'il a fait parce que tu dis qu'il était sous l'influence d'Exar Kun, mais d'un autre côté s'il était complètement sous l'influence d'Exar Kun et qu'il n'était pas libre de ses actes, il t'aurait tué au sommet du grand temple au moment où tu étais inconscient. Donc là, c'est clairement une petite pique à Kevin Anderson en disant regarde, t'as laissé un trou en fait dans ton explication et c'est pas génial. Après, les 2 œuvres sont pas particulièrement bonnes, elles sont pas moyennes, elles sont pas excellentes, mais elles sont bonnes de manière générale. Et en aucun cas, les critiques ou les facilités d'écriture qui sont mises en avant dans Moi un Jedi ne diminue le travail de Kevin Anderson qui a créé 2 antagonistes iconiques de l'univers Legend, à savoir Natasie Daala, dont on parlait tout à l'heure, donc on aura d'autres choses à dire sur ce personnage-là, et surtout Exar Kun, qui sera repris dans plus d'une 60aine d'œuvres et qui aura même le droit à sa propre série de bande dessinée. Donc c'est pas non plus n'importe quel pecno, Kevin Anderson, et surtout qu'on va reparler de lui dans la suite. Alors là, c'est la suite, donc du coup, Moi Jedi, le tome 2, l'héritage de Corran Horn, avec Jedi Knight 2. Alors on est tous les deux, c'est 2 histoires de Jedi qui apprennent un petit peu de leur héritage. C'est des histoires intéressantes. Jedi Outcast est bien, mais pas ouf. Franchement, j'ai préféré Jedi Academy, même si je trouve que de manière générale, Jedi Academy et Jedi Outcast sont un peu redondants. On reste encore dans l'idée de, encore une fois, il y a un apprenti de Luke qui a sombré du côté obscur, ce qui est un schéma qui va se répéter à de nombreuses reprises, donc un peu trop souvent d'ailleurs à mon goût. Jedi Outcast c'est encore mieux quand on sait qui est Dessan. Que Dessan c'est un ancien apprenti de Luke, c'est ça? Ah oui, le second de Étrir. Ouais, pour moi, même en le sachant, ça change rien en fait. Disons que le fait qu'il soit le second de Étrir, c'est quelque chose qui a été recollé à la fin. C'est une sorte de retcon un peu chelou parce que les 2 empires, enfin les 2 groupes impériaux utilisaient le terme d'empire ressuscité ou de revenant, des choses comme ça.
Donc je pense qu'il y a plus un retcon vis-à-vis de ça qu'une réelle volonté de la part des auteurs de mettre en lumière ce truc-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de découvrir des éléments nouveaux, on dit juste, bon, bah au final, on a juste tué un plan dans l'œuf plus grand qu'il ne l'était, c'est-à-dire que... Oui, Tavion des Jeunesses Impériales, c'est cool, mais c'est intéressant, mais c'est pareil, ça vient d'un retcon, c'est-à-dire que si c'était pas le cas, ça aurait rien changé. C'est pas comme s'il y avait une grosse révélation dans le 3 en disant, eh ben non, en fait, Dessan c'était que un petit sous-fifre que t'as cru tuer, et en fait non, il y avait un méchant encore plus grand qui a repris du truc. Alors, on va continuer avec l'épisode 71 qui abordait les enfants du Jedi. Les enfants du Jedi, là on commence à entrer dans la période compliquée de l'univers Legend, avec de nombreux livres en one-shot qui n'ont pas vraiment pris le temps de développer des histoires ou des personnages, à l'inverse des trilogies en fait qui ont le temps de développer un personnage et une intrigue. Là on sent que ça arrive un peu de nulle part. Donc les enfants du Jedi, donc c'est l'histoire avec l'œil de Palpatine, où on retrouve des personnages qui essayent de se greffer à l'histoire existante, ça tient pas trop debout, enfin c'est bordélique. D'ailleurs on voit sur la couverture que Luke il a cessé d'exister, son âme elle est partie. Mais encore une fois, à lire avant le destin des Jedi. Oui, parce que tu fais allusion à Calista qui a été bouffée par Abeloth, mais c'est pareil, on s'en fout en fait. C'est plus une allusion au côté, t'as vu ton personnage il était tellement mauvais qu'il est mort dans un flashback. Il est même pas mort dans un flashback, c'est juste un personnage random qui dit, t'as vu, j'ai buté ton perso. Je prends un exemple tout con, le Hobbit. Ils ont tué Smaug, qui était la grosse intrigue du premier film. Ils ont tué Smaug avant l'apparition du titre. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, c'est genre, oula, on a un truc, faut qu'on s'en débarrasse. Donc c'est le premier tome de la trilogie Calista, donc c'est une trilogie non officielle, parce que ça veut dire que les bouquins n'ont pas de vrai lien entre eux, en dehors du fait d'avoir ce personnage de Calista. Et alors au début, le personnage de Calista peut être intéressant, parce qu'on n'en effleure que la surface dans les Enfants du Jedi. C'est pour ça que les Enfants du Jedi, c'est pas si pire. Hein, mais on n'en effleure que la surface, mais c'est la suite qui va être assez compliquée. Je vais pas m'étendre un peu longtemps sur les Enfants du Jedi parce que c'est un one shot et en vrai, bon, il a le mérite d'exister. La suite va être plus problématique. Alors là, on a deux éléments. On a premièrement The Essential Reader's Companion, écrit par Pablo Hidalgo, que pour ceux qui connaissent un peu la chaîne depuis longtemps, vous savez à quel point je porte Pablo Hidalgo dans mon cœur. Et on a également donc le Sabre Noir de Kevin Anderson. Donc on retrouve notre copain de l'Académie Jedi avec Kevin Anderson. Alors l'Essential Reader Companion dans l'épisode 72, c'était plus pour la partie des embuscades impériales, la campagne d'Orinda. Ensuite, le Sabre Noir. Alors donc du coup là on retrouve Kevin Anderson qui va nous offrir un roman au final assez sympathique. Moi j'aime bien parce que je le trouve très ironique, puisque au final les méchants perdent juste parce qu'ils sont radins. Et je trouve que juste ça, c'est cool. C'est-à-dire que pour une fois, on n'a pas des méchants ou des héros qui gagnent parce que les mecs sont chanceux ou malchanceux. Là c'est clairement une connerie du méchant qui merde, mais je veux dire la connerie elle était presque volontaire. C'est-à-dire que les mecs ils vont dire on va construire une super arme, ouais mais au rabais parce que vous comprenez, il faudrait pas que ça nous coûte trop cher. Tu fais mais putain mais c'est prévu pour rançonner des systèmes entiers, que tu puisses leur taxer de la thune à mort, vas-y mets les moyens. Et là le mec il fait ça, il met des trucs à la rage, enfin c'est très très drôle. Donc ça c'est le deuxième tome de la trilogie Calista, à tel point que je ne sais même plus ce que Calista vient foutre dedans. Ah oui on a la confrontation Marajat-Calista, qui est très drôle aussi. On a Marajat qui commence à dire à Luke... En fait, je t'aime bien, j'aime bien passer du temps avec toi. Et en fait, lui il dit ouais, t'as vu, je te présente ma copine. Et là, tu fais boulet, espèce de boulet. Alors, ensuite, épisode 73, nous avons Jedi Academy Léviathan. Donc là encore, on a la série Jedi Academy, mais je crois que c'est le seul de la série. Encore une fois, scénarisé par Kevin Anderson. Donc Kevin Anderson qui est très très près de ces petits personnages. Hein. On va retrouver donc Strin, Kiranati, Kip Duron et Dorsk 82, puisque Dorsk 81 est décédé.
lors de l'attaque de l'Académie Jedi par Dahala. Sympathique, pas indispensable. Voilà, moi j'aime bien Léviathan, je trouvais que c'était plutôt cool parce que, pareil, ça faisait un petit peu écho à d'autres récits autour des Sith et tout ça, notamment avec les Léviathans. Et on a donc l'Empire Écarlate 3, donc c'est ce que je disais, c'est qu'on va continuer à faire des trucs chelous, à remettre en place des mecs qui auraient pu potentiellement trahir, mais en fait du coup, en plus celui-là il ne contribue qu'à une chose, c'est faire de Kirkanos juste un personnage sympathique. Parce qu'en gros, il est contre les massacres d'innocents, mais ça devrait pas être son problème. Lui devrait être obnubilé par sa quête de vengeance et c'est tout, et je trouve problématique de ce personnage-là. Alors, là par contre, il y a à boire et à manger. Alors, Planète du Crépuscule, donc qui a été... Alors, ouais, je commence par le deuxième, mais c'est pas grave. Donc, Planète du Crépuscule, toujours par Barbara Hambly, qui en termine enfin avec Calista et la légère tendance psychotique de Luke à poursuivre les femmes à travers la galaxie. Le roman est chiant, parce que, en fait, il se passe rien. On a à un moment donné Luke qui va à un endroit, puis va à un autre, puis va à un endroit. Il est obligé de travailler pour se payer des réparations sur son vaisseau, parce que t'as envie de dire, mais il a pas d'argent, ce mec-là. Ah, Leia qui est humiliée tout au long du truc, enfin, pour à la fin lui offrir un duel épique avec un Hutt. Dans le bouquin, ils nous disent clairement que le mec, il bouge pas sa couenne depuis des années et des années. C'est littéralement une grosse larve, quoi. Alors que le gars est censé être un chevalier Jedi à la base. Bon, qui a mal tourné, mais il est censé être un chevalier Jedi, d'avoir un côté un petit peu sportif, ou truc comme ça. Non, pas du tout. Le mec, voilà. On a plus rien à foutre, quoi. Et enfin, on a l'étoile de cristal qui va planter les derniers coups, les derniers clous dans le cercueil de l'UE Legend, avec une créature d'une autre dimension, qui est complètement craquée. On se croirait en plein Star Trek, et c'est plus ou moins le cas, parce qu'en réalité, Vonda N. McIntyre, ou Vonda McIntyre, je sais pas trop quoi, a effectivement bossé sur du Star Trek, et on lui doit notamment les novélisations de La colère de Khan, À la recherche de Spock et Retour sur Terre. Alors pour Vonda McIntyre quand même, parce que si on la connaît surtout nous dans l'univers de Star Wars pour l'un des pires romans Star Wars qui est donc l'étoile de cristal, qui est chiant, hein, qui est très très chiant, en fait je pense que j'aimerais rendre hommage quand même à cette autrice, parce qu'elle s'est quand même vue au cours de sa carrière décerner le prix Nebula de la meilleure nouvelle longue en 1974 pour De brumes d'herbe et de sable, du prix Hugo du meilleur roman en 1979 pour son roman Le serpent du rêve, le prix Nebula du meilleur roman en 78 pour le même bouquin, donc Le serpent du rêve, et le prix Nebula du meilleur roman en 97 pour son roman La lune et le roi soleil. Ce qui, globalement, atteste de sa capacité à écrire de bons bouquins. Waru est un bon concept dans le sens de créature en lui-même, mais je trouve que le concept de interdimensionnel très chiant. De manière générale, c'est très chiant. Je veux dire, je suis déjà pas ultra fan des dimensions alternatives dans Star Trek, mais alors les dimensions alternatives dans Star Wars, non merci quoi. Et donc malheureusement, Vonda N. McIntyre est décédée le 1er avril 2019 à l'âge de 70 ans, ce qui est pas tout à fait assez vieux pour décéder à mon sens. Donc ces deux romans sont très chiants, de manière générale. Donc vous pouvez faire l'impasse dessus. Après, pourquoi pas. Moi, mon pire souvenir, ça reste sans doute Les Enfants du Jedi, parce que tu lis le bouquin, et je crois qu'il y a des fois, j'ai dû me reprendre à 4-5 fois pour lire un paragraphe pour me dire, mais c'est quoi cette histoire, quoi. Ensuite, épisode 75, on s'intéresse à des trucs un petit peu plus costauds, avec la crise de la flotte noire. Alors, on commence avec Jedi Academy. Alors, il n'y a rien de spécifique pour le jeu Jedi Academy, en dehors du fait que le grand méchant, c'est Marka Ragnos, et c'est plutôt cool de ça. Sauf que c'est une vaste blague, parce que je l'ai dessoudé 5 secondes montre en main. C'est-à-dire que le pré-boss, donc Tavion,
m'a opposé plus de résistance que le boss final. Et quand le jeu s'est terminé, j'ai fait ah ok, bah d'accord. Après le jeu était très très cool. On retrouvait un petit peu le gameplay de Jedi Outcast mais avec des meilleurs graphismes et on sentait que le moteur de jeu avait peut-être eu quelques améliorations parce que c'était un petit peu plus fluide. Là où les premières maps de Jedi Outcast étaient vraiment dégueulasses en termes de finition. Pour la crise de la flotte noire, elle est écrite par Michael P. Cube McDowell, qui est très long, qui n'écrira que ça dans l'univers Star Wars. Mais c'est enfin le retour des fresques épiques, même si ça reste une petite mise en bouche avant la suite. C'est la crise de la flotte noire, c'est sympa. En fait, j'ai un peu l'impression, parce que c'est la crise des Yevetas, et j'ai un peu l'impression de revoir la crise des Siruks, très Vabakura du coup, et c'est là, petit clin d'œil à ce qu'on verra après, avec ces fameux aliens qui débarquent de nulle part, que personne connaissait, et qui du coup sont super vénères, et tout ça, et ok. Et c'est pareil, on a clairement, enfin je veux dire, leur Neil Spar, leur chef, c'est clairement un homme à mort like. Enfin, est-ce que Nom Amor c'est une version boostée de Neil Spar? C'est exactement la même chose. Enfin, c'est le mec qui va commencer à te faire des manipulations politiques, mais dès qu'il ça va sentir un petit peu le roussi, il va se barrer. Enfin voilà, il y a des trucs un peu bizarres. Han Solo qui passe son temps à faire des allers-retours. C'est ah bah tu vas aller là-bas pour surveiller la flotte. Ah puis finalement tu reviens avec la flotte. Ah puis finalement non, la flotte faut qu'elle reparte. Ah puis finalement tu reviens. Non mais finalement tu vas quand même repartir avec la flotte. Ça va, c'est Han Solo quoi, c'est pas un taxi. Alors, la suite. Donc si vous avez l'occasion de vous procurer la crise de la flotte noire et de l'allure, ça reste sympathique. Il n'y a pas de... Franchement, c'est loin de ce qu'on a fait de pire. On retrouve notre Essential Readers Compagnon écrit par notre très cher Pablo Hidalgo, qui nous ramène quelques petites informations en plus. Je ne vais pas vous détailler quoi spécifiquement, mais ça concerne entre autres Brakis et Queller. Et la nouvelle rébellion qui est, eh ben, pour une fois, un bouquin intéressant. Je dirais pas forcément que c'est clairement pas le meilleur bouquin qu'on a écrit dans Star Wars. Hein. On verra bien plus tard parmi les meilleurs ce qui se passe. Mais la Nouvelle Rébellion, je le trouve intéressant parce que pour une fois, l'Empire est pas le méchant. La Nouvelle Rébellion, résumé, boum boum, Jedi Noir, boum boum. C'est très vite résumé. Mais effectivement, c'est un peu ça. Mais je trouve intéressant le plan en fait mis en place derrière, le côté vraiment la volonté en fait du méchant à faire du mal en fait aux gens, vraiment plus que n'importe quoi d'autre. J'ai trouvé ça intéressant. Le problème, c'est que le bouquin s'appelle La Nouvelle Rébellion parce que plusieurs personnes, dont Leia, vont devoir quitter la politique pour pouvoir affronter ouvertement la menace. On dirait le préquel de l'épisode 7, pour affronter le Premier Ordre. Voilà. Et surtout que ça mène à rien, parce qu'en réalité, la menace, elle est très vite contrée, parce qu'il y a un duel, et puis c'est fini, quoi. Donc je veux dire, il n'y a pas une si grosse menace. Épisode 77. Donc là, on commence à rentrer un petit peu dans le dur. Alors, du coup, la trilogie corélienne, écrite par Roger McBride Allen. Beaucoup d'auteurs qui ont écrit donc, un bouquin ou une série de bouquins et qu'on revoit plus après. La trilogie corélienne est plutôt pas mal. Elle est intéressante. Elle introduit pas mal de nouveaux personnages, de nouveaux éléments. Notamment la station Centerpoint, qui est très intéressante dans sa complexité. Je vais juste dire que Lando est un spécialiste en technologie alien, parce que... Et il est capable de tout deviner. Mais il voit un truc, il fait « Ah, c'est ça. Je suis sûr. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle ce truc existe, ça doit forcément être ça. » Mais la trilogie corélienne est une bonne série de bouquins, donc qui a l'avantage de nous parler un petit peu plus de Corellia, ce qui n'était pas le cas avant. On en apprend un petit peu plus sur Han Solo, sur sa famille. C'est le gros morceau de la période, le retour de Timothy Zahn après 4 ans d'absence. Donc on a les personnages de Maharaja Talon Karrde qui reviennent, la mythologie de Thrawn qui s'agrandit. C'est que du bon.
Honnêtement, ça fait partie des meilleures œuvres de l'univers étendu. Pas grand chose à dire de plus dessus. On pourra quand même remarquer qu'à travers les romans, et plus particulièrement lors des engueulades entre Luke et Mara, où chacun râle sur les relations que l'autre a eues, on pourrait dire que l'auteur, il se permet de faire des petites piques à ses collègues auteurs, comme s'il leur disait: j'ai écrit Marajad comme étant l'âme sœur de Luke, pourquoi vous avez mis autant de temps à les faire finir ensemble? Pourquoi c'est moi qui dois m'y coller? Parce que globalement c'est ça, c'est quand il gueule, c'est ouais mais il y a Calista, mais il y avait Machine, et puis l'autre Machine, oui mais toi t'avais Lando, machin. Mais il n'y a pas de vraie relation Lando-Mara, comme elle le dit, c'est qu'une relation de travail. C'est un peu comme Luke et Mara pendant des années. Ouais mais Luke et Mara ils se cherchent pendant des années, alors que... Du coup, lui qui pouvait croire, oui, mais elle est avec Lando, donc je vais rien tenter, alors qu'en fait, vas-y, tente, parce que de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a rien de plus, quoi. Donc c'est pas un problème. Mais après, je suis entièrement d'accord avec le fait que, pour moi, Timothy Zahn a clairement dit, il fallait les mettre ensemble dès le début, pourquoi vous l'avez pas fait? Après, c'est très cool que ce soit lui qui s'en charge, et je trouve que la demande en mariage, entre guillemets, est assez sympathique. Les jeunes chevaliers Jedi. Alors, je n'ai pas lu les jeunes chevaliers Jedi complètement. C'est-à-dire que j'ai vu les résumés, j'ai parcouru le truc, et quand j'ai fait le résumé, j'ai condensé. J'ai vraiment condensé de façon à ce que y a tout qui rentre. Pour résumer les bouquins, je suis allé très très vite. J'ai pas... Je me suis vraiment pas penché beaucoup sur le contenu. L'idée c'était de balayer les 14 romans le plus vite possible, avec en plus les romans, les 6 romans qu'on va voir derrière. Enfin les 6 romans jeunesse ou junior qu'on va voir derrière. Donc du coup je suis vraiment allé pas dans les détails. Moi les passages qui m'ont fait un petit peu rire, c'était le passage qui m'a fait rigoler, c'est quand... Jacen voit Anya Gallardo et qui il dit oh là là, elle a l'air plutôt mignonne, c'est une grande fille. Galandro, voilà pourquoi Gallardo. Galandro. Et moi j'avais bien aimé parce que dans les textes que j'ai trouvé un peu sur internet, c'était genre elle est un peu exotique, et du coup Zek et Jacen, ils sont un peu sous le charme, ce qui énerve beaucoup Jaina et Tenelka. Et rien que ça m'avait fait rire. Pour terminer, on a donc les chevaliers Jedi, les junior Jedi Knight, qui n'ont pas été traduits en français, il me semble. J'ai cru voir que le premier l'avait été, mais c'est peut-être une fausse impression. C'est peut-être vraiment une fausse impression. Et c'est pareil, c'est des bouquins que j'ai pas lus. Je pense pas qu'un jour je les lirai. Parce que, voilà, je n'ai pas vraiment envie de m'intéresser à ça. Ce que je vais juste noter et qui sont... l'univers Legend commence à tomber dans l'oubli. Pourquoi Alors, c'est pas spécialement l'univers Legend, le fait est que ces bouquins-là n'ont pas été traduits officiellement, donc du coup personne n'a pu les avoir au moment de la sortie personne n'a pu les avoir en français, donc c'est pour ça que nous en France on va pas beaucoup en parler. Aux États-Unis je pense que c'est pareil, on n'en parle pas beaucoup parce que ça reste des romans jeunesse, et c'est 6 romans jeunesse parmi une pléthore de romans jeunesse, donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le live. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, je vais essayer de faire des lives de manière un peu plus régulière. Pas forcément des lives aussi longs. Je ferai peut-être des lives plus d'1 heure de manière régulière. Ça sera plus facile pour moi à gérer. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live, pour ceux qui ont suivi. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Ciao!